Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue parmi nous. Merci de nous recevoir à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme chaque mardi et mercredi et avec mes invités, plusieurs thématiques seront abordées tout au long de cette émission. Les arts plastiques seront au programme et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un artiste peintre, monsieur Ahmed Mimoun. Et puis, nous parlerons également d'artisanat, de nos produits artisanaux qu'on se doit de protéger. Et bien, justement, des séances de travail sont organisées dans ce sens. Le brnous de la région, en laine de la région de Messaad, par exemple, le bijou de Bnieni ou encore le couteau Boussaadi ont été retenus cette année. Et bien, aujourd'hui, nous allons en parler avec notre invitée. Il s'agit de Madame Nabila Karouche, qui est sous-directrice au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Et puis Mina Abed sera également avec nous et dans la série qui se poursuit chaque mercredi de la rubrique Nostalgie. Aujourd'hui, elle va nous parler de tissage. En tout cas, plein de choses à apprendre avec elle cet après-midi, plein d'informations à retenir sûrement. Eh bien, nous avons hâte de la retrouver tout à l'heure. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes invités, je vous laisse avec ce que l'équipe nous a choisi. Pour moi de les recevoir, comme à chaque fois. Et je vais commencer par Nabila Karouche. Comment allez-vous? Ça va, merci. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, merci. Donc merci vous êtes sous-directrice au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Chargée du développement de la qualité. Voilà, chargée du développement de la qualité. Il faut parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre. Okay. Sinon, ça ne va pas être possible. Voilà, donc aujourd'hui, avec vous, justement, on va valoriser nos produits artisanaux, en tout cas. Et un grand travail est fait dans ce sens, bien évidemment, par vos équipes, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis, je vais présenter, désolé Mina, les invités d'abord. D'accord, donc, monsieur Ahmed Mimoun, comment ça va? Ça va et vous? Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, artiste peintre. Oui. Voilà. Une deuxième casquette que vous portez. Ce n'est pas la seule, puisque vous êtes comptable aussi. Ah non, alors, j'ai une petite précision là-dessus. Ouais. La comptabilité, ça nous ramène à très longtemps. Au passé. Voilà, c'était mes études. J'ai fait des études comptables et financières. Et voilà, après... Très bien. En tout cas, on va tout savoir sur vous dans un tout petit moment. Le temps de présenter, d'accueillir, pas de présenter, bien sûr, de recevoir. Voilà. Plutôt recevoir. Mina, comment ça va? Ça va, très contente d'être là comme chaque mercredi. On a hâte. Le mardi, je suis pressée, j'ai envie de finir pour arriver au mercredi et avoir Mina et la rubrique Nostalgie, parce qu'on se régale à chaque fois. Ça va? Très bien. Vous avez passé une bonne semaine? Plutôt, oui. Eh bien, super. Écoutez, bienvenue, ravie de t'avoir. Et puis, donc, je disais, on va commencer donc avec Nabila cet après-midi et parler justement, je le disais, avec vous, on va mettre en valeur nos produits artisanaux. Donc, justement, des produits qui représentent les différentes régions d'Algérie aussi, puisque chaque région a une richesse. Et heureusement, n'est-ce pas? Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler justement du fait de protéger ces produits artisanaux qui nous sont propres, qui sont propres à nous, qui font partie de notre patrimoine surtout. Et donc, je vais commencer par une première question. Comment on procède justement à votre niveau à la protection de ces produits d'artisanat, Nabila? Ok. Donc, en effet, il est à noter que le secteur de l'artisanat est en train de se développer à travers, selon plutôt le programme d'action du gouvernement, à travers son exécution, notamment en ce qui concerne la protection des produits de l'artisanat traditionnel et aussi à travers la labellisation de ces derniers. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous voulez dire par labellisation? D'accord. Ce processus. Alors, c'est quoi la labellisation? La labellisation, c'est l'obtention du label de qualité et d'authenticité des produits de l'artisanat traditionnel réalisés par les artisans, par les coopératives artisanales et aussi par les entreprises artisanales. Ces produits, comment ils doivent être? Ils doivent être d'ores et déjà de caractère. D'abord, justement, donc il faut qu'il une précision. Oui, je dois préciser déjà comment ils doivent être ces produits. Ces produits doivent être déjà de caractère traditionnel, authentiquement algérien
et inspirés de l'art local. Et ils doivent être aussi présentés. Il doit plutôt présenter un niveau de qualité par le choix de la matière première employée et par le soin d'exécution. Et aussi avoir été exécuté manuellement ou accessoirement à l'aide d'une machine par des artisans. Oui. En fait, la labellisation est un besoin de protection et d'authentification des produits de l'artisanat. Voilà. D'accord. Et justement, comment vous allez chercher ces produits? Comment vous arrivez à établir une liste pour trouver tous ces produits d'artisanat, les répertorier? Choisir celui-ci? Ils sont déjà... Non. Ou pas celui-là? D'accord. Nos produits, ils sont déjà répertoriés par une nomenclature des activités artisanales et des métiers. D'accord. Alors, donc... Ok, on va y revenir en tout cas. Et sinon, j'imagine que les procédures justement d'obtention du label possèdent également un ancrage juridique, n'est-ce pas? Ben oui, oui. Ils possèdent un ancrage juridique commençant déjà par... c'est déjà régi par l'ordonnance 9601 fixant les règles de l'artisanat et des métiers, notamment son article 8, et aussi le décret exécutif 97-390 fixant les conditions et modalités et formes de délivrance du label de qualité et d'authenticité et de l'estampillage des produits de l'artisanat traditionnel. Il y a aussi, ils sont aussi régis par le décret portant création de l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel. D'accord. Et dernièrement, on a élaboré deux arrêtés fixant la labellisation des produits de l'artisanat qui sont en voie de publication au niveau du secrétariat général du gouvernement. Une fois que ça soit publié, Inch'Allah, nos produits seront labellisés selon la demande. Voilà. Déjà, on a préparé. Déjà, il y a 4 produits qui sont. On a préparé des produits, leur procédure déjà pour qu'ils soient labellisés. Alors, on a déjà le cuir de Constantine. Voilà, et justement, la poterie. Donc, chaque année, elle est renouvelée, j'ai envie de dire, la liste de ces produits. Pas renouvelée, on ajoute toujours. Voilà, vous ajoutez plutôt chaque année. On prépare des listes et puis, Inch'Allah, chaque année, il va y avoir d'autres produits qui vont être labellisés. Bon, on a déjà commencé par la poterie de Bidert Tlemcen, oui, le cuir de Constantine, le tapis Rardaya et le tapis Baba Khanchla. Exact. Et on a aussi préparé une autre liste pour cette année, Inch'Allah. D'accord. On va continuer en tout cas. Ce que je vous propose, c'est justement, puisque vous avez parlé de tous ces produits, de découvrir ensemble ce reportage sur la poterie. On revient juste après. Situé dans la commune d'Etrlili, à 35 km à l'est de Tizi Ouzou, Etrir est un village incontournable pour les connaisseurs en quête des poteries artisanales qui conjuguent raffinement et solidité. La région d'Etrir est connue à Tizi Ouzou et même au niveau national pour sa production de la poterie. Beaucoup de femmes de ce village, situé en face du Djurdjura, ont perpétué la tradition. Quand j'étais petite, je voyais ma mère, ma grand-mère, mes grands-mères, comment ils font, et ça m'a donné envie de faire aussi. J'essayais aussi de toucher à la terre, comment ça... Voilà, et c'est là que ça a commencé l'histoire de la poterie. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. C'est un travail manuel traditionnellement réservé aux femmes.
La poterie était à l'origine un besoin d'utilité domestique en Kabylie. Je continue toujours à exercer ce métier et l'inculquer à nos filles et nos belles-filles. Les rares femmes qui continuent, vaille que vaille, à produire, le font beaucoup plus par amour pour ce métier que pour autre chose. Les femmes potières d'Etrir, âgées pour la plupart, optent pour la production de plats en terre cuite pour cuisson, le tagine, qui semble bien prisé sur le marché local et même en France. Le but de l'association, c'est de sauvegarder et valoriser notre poterie. Autre particularité, et pas les moindres, de la poterie de ce village est l'utilisation du tuf appelé localement tefza, une pierre calcaire broyée à coups de pilon et à la force des bras pour la transformer en poudre qui sera mélangée à l'argile pour rendre les objets plus robustes. جنتي دير جوج النغ مزبوره ماشي المسوره اللي تنحفظوا في خراقي نكيلي غسمي فزيغا في خراقي تنطوس مدافع يدي السكران 13 سنه كدا عمري 8 في خراقي ستي ساعة من الفخار تعجبيني تخدم طويناسي تتعلم تحفظيت نكيني تخدمي تبقي حفظات شي طاح شي طاح. La délicatesse et la finesse des objets fabriqués manuellement, patiemment polis avec une pierre lisse, et la couleur ocre obtenue grâce à une argile, avec laquelle sont enduits les objets avant leur cuisson. Mais avant de quitter le village d'Etrir, ces femmes ont décidé de nous souhaiter la bienvenue à travers ce chant magique, qui est Eshouiq, un chant d'existence qui les accompagne dans leur vie, de la naissance jusqu'à la mort. Voilà donc un beau reportage sur les potières de la région, en tout cas d'Etrir, signé notre collègue et ami Friel Hamdi. Monsieur Mimou, alors le reportage très intéressant, ces métiers. Ce qui m'a plu dans ce reportage, c'est l'intemporalité des scènes. Alors on ne sait plus, on revient à des dizaines d'années, à des décennies en arrière, alors que ça se passe aujourd'hui. Ça, c'est ce côté un peu conservateur qui est excellent par rapport à une époque où on vit aujourd'hui, où tous les changements sont accélérés. C'est vrai. Ah ben là, c'est une belle claque à la civilisation. Exact. Et puis, ce qu'on retient aussi, c'est qu'il faut justement transmettre ce savoir-faire aux jeunes générations. Hein. Ça aussi, c'est très important pour ne pas perdre justement ce savoir-faire et ces métiers. C'est clair. Comment voulez-vous que les traditions se perdurent Donc le seul moyen, c'est quand on voit les grands-mères avec les petites filles, en train de leur apprendre à polir ce qu'on a vu dans le reportage, c'est magnifique, c'est encore bien qu'il y ait encore des jeunes, ce qu'on appelle les millénials quelque part, ils sont en train de reprendre ça change des smartphones et compagnie. Quoi. Exactement. Et donc, on va parler un petit peu de vous, puisque vous avez pris la parole. Donc, artiste peintre. Donc, on aimerait bien savoir justement comment vous en êtes arrivé là. Vous êtes retrouvé. Ça a commencé, c'est grâce à ma femme. Ça fait un peu Colombo ce que je dis. En plus, c'est vrai. Qu'on salue cet après-midi, en tout cas, elle vous regarde ou elle travaille? Oui, non, mais là, elle regarde. Elle a pris son temps. C'est indirect, elle regarde. Bonsoir, madame. Aujourd'hui, c'était que je salue au passage. Et
En fait, c'est elle qui a senti le potentiel quelque part. D'accord. Voilà. Donc, c'est un jour comme ça, en refaisant une déco. Et moi, j'adore tout ce qui est cadre. Enfin, oui. Déco intérieure. Voilà, évidemment. Et d'ailleurs, on me reproche toujours de commencer par me mettre les cadres avant de mettre les meubles. Ah oui, je suis d'accord avec elle. Non, mais ça, je suis d'accord complètement. Mais bon, pour vous dire un peu. Et un jour, on était dans une boutique et je voulais choisir les nouveaux cadres, évidemment, avec qui, soi-disant, devaient être assortis avec ce qu'on avait acquis, etc. Et au moment où j'étais dans le rayon, elle me dit clairement, qu'est-ce que tu fais? Je dis, qu'est-ce que je fais? Je choisis les jolis cadres pour le salon. Elle m'a dit, bon, c'est très simple, si tu veux des cadres, t'as qu'à les faire. Voilà. Et évidemment, c'est un challenge, j'ai pris ça pour un challenge, mais quelque part, je soupçonne qu'elle ait dû flairer quelque part ce potentiel, mais dans métier, nos femmes sont très malines, elles nous connaissent mieux que nous. Exact. Oui. Et donc voilà, c'est un truc qui s'est passé il y a une quinzaine, une vingtaine d'années de ça. Ah, tant que ça, quand même. D'accord. Et voilà, donc ça a commencé, cette aventure, d'une façon très autodidacte. Et donc, en fait, le premier tour de roue, c'est elle qui... Enfin, je lui dois à elle, en fait. D'accord. Et justement, par quoi ça a commencé? Ah ben ça, alors, bizarrement, j'ai l'impression que c'est une boucle qui se referme. Le premier tableau, c'est un triptyque. Enfin, j'ai pas commencé par un petit truc. Je me dis, allez, quitte à se lancer dans le bain, autant mettre un truc qui finit pas. Donc c'est un triptyque qui fait 1 mètre de long, sur près de 2 mètres 40 de large. Vous avez vu les choses en grand. Ah non, mais voilà, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Totalement. Mais bon. Et la première thématique, en fait, c'était la vie. C'était le déroulement de vie. Enfin, ce temps-là qui s'écoule, de la naissance à la mort, et tous les événements qu'on connaît à l'enfance, à l'adolescence, adulte, vieux, etc. Et en fait, toutes ces choses cycliques qui nous arrivent en fonction de la tranche d'âge qu'on attaque, en fait. D'accord. Et bizarrement, pourquoi j'ai dit que la boucle est en train d'être bouclée, enfin j'espère, enfin pas définitivement en tout cas, c'est la thématique de ma prochaine exposition qui a lieu à la galerie de Babzouar et qui a une thématique, c'est le temps, en fait. D'accord. Ah bah voilà. ça va ensemble. Tableau, là. Ce tableau, le premier tableau ne sera pas là, évidemment. C'est dommage. Je pense qu'il ne rentrera pas dans la galerie. Non. Zwart. Ou alors il n'y aura que ça. Voilà. Il faut choisir. Exactement. Pardon, en fait, c'est de l'abstrait que vous faites? Pas vraiment. Oui, En fait, c'est pas de l'abstrait dans le sens abstrait. De votre style, là, on va dire, oui. Enfin, j'ai une définition un peu rude pour l'abstrait. Je veux dire, c'est un abstrait très figuratif. Il y a des abstraits, on voit, on ne sait pas ce que c'est. C'est juste joli, mais on ne sait pas ce que c'est. De toute façon, on aura à découvrir il y a des fur et à mesure, les images. Où on sait clairement de quoi ça parle. C'est vrai. Voilà, ce que j'appelle moi l'abstrait figuratif. Je ne sais pas si ce style existe, mais en tout cas, s'il n'existe pas, vous l'avez créé. Si. Voilà. Vous l'avez créé, c'est tant mieux. Donc, justement, vous utilisez quelle peinture, les couleurs qui reviennent souvent? Alors, qui je vous n'ai pas de inspire, palette aussi. particulière. D'accord. C'est pas comme Hooper où on retrouve un petit peu les mêmes ambiances, un peu froides, un peu solitaires, etc. Moi, c'est plutôt des ambiances selon l'émotion l'émotion du moment, tout simplement. Voilà, d'un tableau à un autre, on change d'univers, on change de technique, on change de plein de choses. C'est-à-dire que moi, parfois, quand j'expose, on a l'impression que c'est une expo collective, tellement les tableaux changent de genre d'un style à un autre. D'accord, voilà. Je vois. Là, on est en train de voir un, voilà, le premier que je... Très bien. Alors là, c'est un tableau, oui, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Un deuxième, c'est pas grave. Un deuxième. Ah, voilà. Alors, celui-là, il va être exposé. C'est un petit peu le tourbillon du temps. D'accord. C'est ce temps qui ne s'arrête pas. On a l'impression qu'il s'accélère, parce qu'on est toujours dessus. Un troisième. Ah, ça, c'est la plume. Ça, c'est pour rappeler un petit peu, comme j'adore écrire. Oui, donc voilà, de temps en temps. Vous écrivez aussi, c'est bien. Oui,
Il m'arrive parfois, oui. Peut-être que la prochaine étape, ça sera justement... l'écriture. Voilà. Ouais. Très bien. Et bon, vous n'êtes pas à votre première exposition, là, puisque vous annoncez celle-ci, qui se déroule à Zouart. Oui. Voilà. Du samedi 27 janvier jusqu'au 15 février. D'accord. Voilà. Et justement, comment vous préparez cette expo? Qu'est-ce que vous allez présenter au public? Alors, la thématique, comme je vous le disais tout à l'heure, ça tourne autour du temps. Toujours. Voilà. Ce temps qui est un élément un peu mystérieux, je trouve, et qui dépend, sa conception dépend de chacun de nous, selon son vécu, selon son émotion, selon son passé, selon ses... Voilà, donc le temps ne s'écoule pas. Et voilà, donc ne s'écoule pas d'une façon constante. Des fois, on dit souvent, le temps ne passe pas. Oui. Là, généralement, quand on passe une mauvaise période... Ou alors le temps passe trop vite. Le temps est vachement ralenti. C'est En vrai. revanche, quand on est bien et quand on s'amuse... Oui. Ah, déjà? j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu, alors oui. que Oui, c'est vrai. c'est la même quantité qui est là. Donc, si je vous enlève l'heure ou tout moyen de reconnaître, vous serez incapable de dire à quel moment l'heure est passée. D'accord. On ne peut pas la quantifier C'est vrai. sans montre, sans quelque chose qui trotte. Et pareil, donc, j'essaie de voir le temps à travers les trois représentations mythologiques qui ont été faites, comme... alors, dans la mythologie grecque, le temps est représenté par trois personnages, pour ne pas dire les dieux grecs à l'époque, qui étaient Chronos, Kéros et Aion, qui tous les trois représentaient le temps d'une façon complètement différente. Chronos qui représente le temps linéaire, tel qu'il passe, ce qui est passé ne revient pas, etc. Kéros, c'est le côté métaphysique du temps. Quand on décide d'arrêter de fumer, par exemple, on a envie que certaines choses soient définitivement mises dans le passé. C'est vrai. Donc, à quel moment on décide que ça va faire partie du passé, ou j'ai envie de devenir ça et on y travaille, et que cet objectif va être notre futur présent. C'est vrai. Donc voilà, très philosophique. c'est ce temps métaphysique qui est représenté par ce second personnage, et le troisième qui est Aion, qui lui c'est le côté cyclique du temps. La Terre autour du Soleil, les signes du zodiaque, les planètes, le mouvement des planètes, la gravitation, etc. Donc voilà, donc on est dans un qui est dans un mouvement perpétuel, un autre métaphysique et un autre qui est complètement linéaire. Oui. Voilà. Donc, et puis dans tout ça, on mélange, ça rentre, il y a la notion du passé, du présent, du futur, qui sont des notions, si on y réfléchit, complètement folles. C'est vrai. Vous savez que si le présent existe, non. Ah oui, si le présent existe, le passé et le futur n'existent plus. Et inversement, si le passé existe et si le futur existe, elle est où la place du présent? Ouais, Sachant que le début de ma phrase est déjà au passé. Oui, c'est vrai Oui, que ça donne à réfléchir en tout cas. Je vous laisse réfléchir avec ça. Exactement. Voilà. Et donc, où est-ce que quel souvenir vous gardez de votre première exposition, par exemple? Votre famille était, j'espère. Première, hein, je reviens. Peut-être que je remonte un peu loin dans le temps. Non, la première expo, bizarrement, on l'a faite dans une station de service. En 2015 avec un copain artiste. Et on a fait le pari de faire une exposition dans une pompe à essence. D'accord. Voilà. Belle idée, hein, créatif, très créatif en tout cas. Et on a eu l'occasion d'investir un ancien contrôle technique qui ne contrôlait plus rien parce que c'était fermé et dont le hangar était resté tel quel. Et on nous l'a prêté le temps d'une expo. Très bien. Et c'était bizarre d'aller à une expo en rentrant dans une pompe à essence. Quoi. Ouais, ça, c'était pas mal. Mais belle idée en tout cas, Voilà. très Et créative. Plus accessible aux gens. Voilà, Oui, et aussi évidemment. accessible, Ouais. tout à fait, hein, les gens qui sont de passage. Donc voilà, et puis depuis. D'accord, et ensuite plein d'expos ont suivi, Voilà. dans des galeries bien évidemment, on va rentrer dans le cadre. Hein. Exact, oui.
Voilà, et là, à la galerie Bebzoubar, c'est une exposition individuelle ou collective? Oui, individuelle. D'accord, donc combien de tableaux vous allez présenter? Oh, une vingtaine. Ah, donc ça. Alors j'ai le choix. Ils sont tous prêts? Vous êtes en train de finir les derniers? C'est prêt. D'accord. C'est prêt. Oui. Très bien, ben, écoutez, en tout cas, un beau parcours. Et est-ce que, par exemple, là, on est en train de voir un autre... Ah, voilà. Alors lui, ça fait... Bon, c'est sombre. Moi, ce que je constate, c'est-à-dire, ils sont tous sombres comme ça ou il y en a... Non, c'est pas sombre. D'accord. Le noir est une belle couleur, vous savez. Oui. C'est pas parce qu'on aime le noir qu'on est triste, bizarrement. Hein, vous avez des grands artistes comme Soulage qui sont connus pour ne faire que des tableaux noirs. Hein, et voilà, dans lesquels, si on sait les regarder avec les reflets de lumière, il y a plein de nuances dans le noir. Et ces tableaux ne sont pas tristes. On a l'impression de voir quelqu'un qui est emprisonné quelque part. Oui, on est emprisonné, on est tous en prison du temps. Il y a un avant, il y a un après, et au milieu, on est comme dans une espèce de cellule de vie. Voilà, personne ne sait à quel moment on va être libéré de cette vie. Donc il faudrait être là justement pendant l'exposition pour expliquer. Tout à fait. Oui, un petit peu l'état d'esprit, hein. Oui, évidemment, très important. Hein. Bon, c'est très bien d'expliquer, en même temps, le mieux c'est de laisser le libre cours aux aussi interprétations. À l'imagination, à l'interprétation du visiteur. Voilà, si ce que je fais peut interpeller un autre sujet chez quelqu'un, eh bien libre à lui de l'interpréter comme il le doit. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Très bien. L'essence même de l'art, c'est que chacun, ça doit titiller la sensibilité personnelle. Très important aussi, hein, d'où le but d'aller justement voir des expositions et de découvrir les créations des artistes, bien évidemment, qui exposent. En tout cas, puisqu'on parle d'exposition et que vous annoncez la vôtre, je vous invite à apprécier ce reportage et il s'agit de l'exposition de Mustapha Boussita. À tout de suite. Entre sculpture et peinture, l'artiste Mustapha Boussita promet de belles surprises. Autodidacte, ses œuvres gigantesques prennent forme au fil d'un travail minutieux et ardu. Il transforme des tas de ferrailles récupérées en des œuvres insolites. Le travail de Boussita est marqué par les éléments de la nature, de l'histoire et de la société dans laquelle il vit. C'est pas pour rien que j'ai fait ça. Hein. Je fais un clin d'œil, à chaque fois je fais un clin d'œil en faisant une sculpture ou un objet. J'ai une idée précise de ce que je fais, de ce que je veux dire surtout, du message que je cherche à véhiculer. Cette ménagerie d'œuvres d'art est pour Boussita une jungle avec ses prédateurs et ses proies. L'esprit de l'artiste est constamment en ébullition. Sa passion pour l'art le pousse à s'exprimer à travers ses sculptures et ses peintures. Les peintures sont beaucoup plus anciennes que les sculptures. Les peintures, elles ont 25 ans d'âge, parfois quelques-unes plus. On a بديت بلا peinture على كل حال. Et ça m'a mené vers la sculpture parce que en fait je suis antiquaire. Mon métier j'étais antiquaire, donc je faisais de la restauration de meubles. La sculpture, je sais ce que ça veut dire. La peinture, non. La peinture, d'ailleurs la peinture c'est beaucoup plus compliqué pour moi en tout cas à exécuter par rapport à la sculpture. J'ai moins de mal sur le plan intellectuel avec la peinture. Parmi ces sculptures, on trouve l'hippopotame, le cheval de Troie, des faucilles, un cobra, l'arbre en lien avec la déforestation, une grande barque symbolisant le drame des Haraga, Favela Ziria, un hommage à la pittoresque Casbah d'Alger et bien d'autres encore. L'artiste met son savoir-faire au service d'un message destiné à ses compatriotes d'abord et à un public plus large ensuite. Cette exposition revient sur 2 décennies de travail créatif avec des peintures et des sculptures grandeur nature. Ça demande d'abord beaucoup d'efforts physiques, intellectuels évidemment,
Et le temps, on ne compte pas. Hein, quand on se lance dans une pareille aventure, plus rien ne compte. Il n'y a plus de loisirs, il n'y a pratiquement plus rien du tout. On s'engouffre dans une espèce d'aventure qui vous mène à ce résultat. Bon, c'est, mine de rien, 20 ans de travail, ou n'est pas loin. C'est des travaux forcés par moment. À travers cette exposition, Moustapha Boussita invite les spectateurs à réfléchir sur des questions sociales, historiques et environnementales, tout en mettant en avant son processus créatif et sa passion pour l'art. Alors, le mot temps revient en tout cas. Ah oui. Vous parliez un instant, Monsieur Boussita. Ce qui est extraordinaire. Belle exposition. Hein, il a fait un musée tout seul. Exact. C'est un travail, mais titanesque. Hein. Tout à fait. Hein. Là, par rapport à ce qu'il a dit, c'est un cumul de 20 ans. Oui, c'est ça, 2 décennies, comme l'a si bien dit notre collègue. Où les temps ne sont plus comptés, où c'est... Voilà, donc... On fait que ça, on se consacre entièrement à ça. De travaux forcés. Donc, en fait, oui, qu'on pouvait même considérer ça comme travaux forcés. On sent l'engagement de la personne, la passion, sans limite. C'est en tout cas un grand artiste, hein, Monsieur Boussita. Franchement, pour ceux qui sont dans le coin et qui n'ont pas encore visité cette expo, c'est le moment. Exactement, à ne pas rater. Si on est un petit peu passionné par ça, parce que j'imagine même pas la logistique pour installer toutes ces œuvres. Parce que là, nous, on a l'air ridicule avec un petit tableau à côté. Non, on ne voit pas les choses comme ça, mais chaque artiste, bien sûr, a son style. Et, clairement. Non, mais je veux dire, quand je vois une installation pareille, je ne sais pas si vous avez vu certaines œuvres. Oui, bien sûr. C'est au Palais de la Culture que ça se passe. Hein. Oui, c'est au Palais de la Culture. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait. Tout à fait. Donc, l'exposition se poursuit au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Donc, et c'est l'artiste Boussita qui vous propose de très belles œuvres, donc sculpture, peinture, donc plein de belles choses à découvrir. En tout cas, un beau travail que présente l'artiste. Et puis, je vais revenir à vous, Nabila. Donc, on parlait justement de tous ces produits qu'il faut protéger, qui font partie de notre identité, de notre patrimoine aussi. Donc, est-ce que vous pouvez, par exemple, nous parler un petit peu des produits qui ont bénéficié déjà d'une protection? D'accord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a déjà procédé à labelliser 4 produits qui sont, je vous ai dit déjà, qui sont la poterie de Bider, le cuivre de Constantine, le tapis de Babar et le tapis de Rardaya. Une fois, je vous ai dit qu'une fois que les arrêtés régissant plutôt toutes les procédures vont être publiées, ils vont être labellisés automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on a préparé leur charte graphique et leur cahier des charges. D'accord. Charte graphique qui veut dire? Qui veut dire, la charte graphique qui veut dire... De ce produit, c'est le logo, disons le logo. Alors le logo qui contient... L'identité oui, c'est son identité, sa symbolique. Alors tout ce qui est la signification de ces symboliques, et aussi on a même les cahiers de charges, ils sont déjà là, ils sont prêts, qui comportent les critères récurrents au label, pour l'obtention de ce label. Et cette année, on a programmé des produits à labelliser tels que le mousse al-Boussaadi, le bijou de la région de Benin, de la région de Tiani, et aussi on a préparé aussi le Bornos, oui. En laine de la région de Msaad. Pas en laine, non, en poil de chamois. En poil de chameau plutôt. Et on a préparé celle de Tiaret, Serge Tiaret, et Kérakou d'Alger. Voilà. Inch'Allah, ils vont être labellisés comme d'autres produits. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont... Pardon, j'aimerais savoir combien de temps ça prend
pour labelliser un produit? Combien de temps? En général. En général, ça prend pas beaucoup de temps. Pourquoi? Ça peut aller jusqu'à peut-être, disons, pas vraiment une année, mais disons 8 mois, comme ça. Pour un produit? Oui, pour un produit. Oui. Mais en parallèle, on peut faire d'autres produits. Oui, mais pas pour un produit. Tous ces produits peuvent être labellisés. Oui. Non, je voulais savoir pour un produit, combien de temps ça pouvait prendre. Ça peut prendre une année. Parce que les démarches, justement, se mettent en route. Tout à fait, en route. Et puis la dernière procédure, ça va être l'inscription au niveau de l'Institut national algérien de la propriété industrielle. Donc, et aussi le label, il est valide pendant 5 ans. Des produits renouvelables. Ok, on va continuer en tout cas d'en parler, mais avant je vous propose de découvrir un autre reportage. Il s'agit du portrait d'un artisan d'inandier, Fawzi Ben Mira, et on revient juste après pour continuer de parler de ce beau sujet. Issu d'une lignée de d'inandiers de talent, Ben Mira Fawzi manie le cuivre dès son jeune âge. هذا الصنعة هذه تمشي لي في الدم كيف تمشي لي في الدم هذه صنعة بابا الله يرحمه وهنا راني هنا شغل أمانة شغل خلاها لي شغل أمانة يلزم هذه الأمانة يلزم نصونها نحضر عليها ونزيد نديفلوبيها ونزيد نمدها لواحد آخر هذه هي الأمانة واش واعرة ماشي تسمى سهلة باش تعلميها ولا واعرة ويسك فيها بلوزيور تكنيك فيهاش تكنيك واحد ولا كذا فيها بلوزيور تسمى يلزم تقعدي مع الصنايعية لازم تقعدي واحد 7 سنين هي قد ما تقعدي قد ما مليحه لك قد ما تزيدي ديفلوبيها تما تزيدي ترفدي لي تكنيك. Artiste dans l'âme, Fawzi préserve jalousement son art. Dans cet petit atelier chargé d'histoire, il reproduit les mêmes sons tous les jours. À l'aide d'outils très simples, il réalise des chefs-d'œuvre. حنا هنا نديرو طبع الجزيري هنا نديرو طبع الجزيري حنا ما نديروش طبع بويسك علاش طبع الجزيري فيه بلوزيور كولتور فيه اوتومون فيه اندلسي فيه بربر فيه عرب فيه حنا نديرو ستيل خرج ستيل هنا تاعنا تاع الجزائر هنا ستيل الجزائر نخدموها لونسيان كاين الرموز تاعنا كاين ديسكولباج كاين كذا نخدموا فيهم حنا هنا لي زالجيروا تما هنا الجزائريين هنا يخدموا بزاف سيزو تما نقولوا حنا المقطع يخدموا بزاف بالمقطع تما يديسينيو بالمقطع تما نقولوا حنا ما يسحقوش بزاف لي زوتي يسحقوا غير كيما نقولوا حنا مقطع هكذايا ومرطو بهذا المقطع هذا يخرج واش يحب يخرج الديسان اللي يحبوا يخرج كيما نقولوا حنا مش موم يديسيني سرول يديسيني جامع واش تحبي تخرجي ورده تخرجي ورقه لا انا نحط البياسه ونبدا نخدم فيها ديراكت واش مع راسي واش عندي هذوك عندي كيما نقولوا حنا لي موديل هذوك في راسي كاش يطلعوا بلا ما ندير ديكالكو انا خاطينا حنا الديك حنا نحطوا البيا من داك نحط بياسه هكذايا نحط كاس بلاطو ولا كذا انا ما على باليش انا ندير فيه حتى من بعد غير نبدا نخبط نبدا طاب 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 طاب, طاب. Avec une grande fierté, Fawzi a tenu à nous montrer son héritage. Il nous a emmenés à Berjebah, dans la Haute-Kasbah. Ici se trouve Sadouira, la maison familiale. أنا وبابا الله يرحمه عاودناها الي دونتيك كيما نقولوا حنا عاودنا خدمناها بالاصل تاعها عاودنا لها كومبلي ضربنا فيها مده واحد 5 سنين وحنا في الشونطي لهنا تما نخدموا حاجه بحاجه نخدموا الخيامه وبعد نخدموا كيما نقولوا حنا الغرفه وبعد نخدموا وسط الدار وبعد داك السحاين كل خطره واش نخدموا خدمنا فيها وزدنا من بعد كي كملناها فينيناها زدنا كاين درنا لها كيما نقولوا حنا النحاس تاعنا كيما نقولوا حنا تاع الصنعه تاعنا كيما نقولوا حنا الطبع تاعها زدنا لها كيما نقولوا حنا الطبع تاعها كيما نقولوا حنا شبحناها بنحاس تاعها
نهار كامل حنا واقفين معاها، هي تعيي صح مي عزيزه. والنحاس كانا نحبو ونبدا نحك فيه هاكي تشوفيه بدي حكيتو بالقارص والفيم. وليدي خدشي يخدم فيه ولا بيتي هو الاول وجا وليدي. كانت حطه بكري كان غير النحاس يدور، مي بطبيعه تاع الزمان نحبها بزاف. ميم هكذاك نخدمو ونحكو النحاس بصح الحلاوه. Amoureux de la Casbah d'Alger, Fawzi tente tant bien que mal à sauvegarder sa maison. Dans un décor simple, la Douira a gardé toute son authenticité. Un beau reportage réalisé par notre collègue, rédactrice en chef, Anissa Bouzid, donc qui était le portrait d'un Dinandi, un très beau métier en tout cas. Un savoir-faire exceptionnel. Qu'il faut toujours valoriser et aussi transmettre aux jeunes générations. Et là, c'était réussi, hein, puisque c'est le papa qui a transmis ce savoir-faire au fils. Voilà, comme le premier reportage sur la poterie où on voit les mamies avec leurs petites filles. C'est ça. Et là, c'est le papa avec l'enfant. Et même lui a un projet de transmission. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bien sûr. Il y a un projet de maintenir ça. Et voilà, c'est ce genre de projet qu'il faut encourager, qu'il faut aider, qu'il faut encourager, qu'il faut financer. Toujours, oui. Mais avant tout. Tout à fait, parce que c'est inestimable. C'est pas la nouveauté qui fait notre histoire. Exact. C'est ce qu'on est en train de voir. Tout à fait. Et c'est ça. Et c'est là qu'il faut réhabiliter la Casbah, réhabiliter nos chansons, réhabiliter ces. J'aime pas le mot petit métier parce que c'est un peu. Ces métiers nobles. Exact. Qui sont nos artisans. Voilà. Il faut leur consacrer des livres, il faut leur consacrer des émissions. Exact, tout à fait. En tout cas, valoriser. La problématique aujourd'hui, là, je suis en train de découvrir des choses. Pourquoi je ne les connais pas? Enfin, c'est pas que je ne les connais pas. On sait qu'ils existent. Oui, mais autrement. Mais pourquoi on va pas pourquoi ce bonhomme est toujours là, dans son petit coin? C'est vrai, il faut toujours valoriser ce savoir-faire exceptionnel. Qui lutte pour maintenir nos traditions algéroises ou algériennes. Ceux-là, ils méritent la Légion d'honneur. Très bien. En tout cas, Fawzi est toujours à la Casbah, exerce toujours ce métier. Et on le salue s'il nous regarde cet après-midi. Et on rappelle que le reportage est réalisé par Anissa Bouzid. L'occasion pour nous et toute l'équipe de lui souhaiter un très heureux anniversaire, longue et belle vie, Inch'Allah, pleine de santé, d'amour, de bonheur, avec toute ta famille et tes petites filles. Allez, Mina, c'est à toi. On va replonger dans la rubrique nostalgie. Cet après-midi et continuer la saga. On continue la suite de ce qu'on avait fait déjà la semaine dernière. Donc on continue cette semaine avec le métier à tisser. On en avait parlé la semaine dernière avec notre invité. Je vais encore en parler cette fois-ci. Alors, il faut savoir que le tissage est un savoir-faire commun à la Méditerranée, bien sûr, et très ancien. Il est encore en usage dans certaines régions, et j'ai envie de dire heureusement. Il est en général pratiqué par des femmes. On peut trouver quelques hommes, mais généralement, c'est des femmes qui sont toujours sur le métier à tisser, donc dans un métier qui est vertical ou horizontal. Le métier à tisser, il faut le savoir, est un instrument ancestral qui se transmet, heureusement, de génération en génération. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Exactement. Donc, qui se transmet de génération en génération. Sa fabrication est assez compliquée et son montage l'est encore plus, puisque parfois, il occupe carrément la moitié d'une grande pièce. Donc, on peut trouver des métiers à tisser très petits pour les bijoux ou encore des métiers à tisser très très grands qui occupent la moitié d'une grande pièce. Il existe donc différents modèles de conception et de techniques qui varient bien sûr selon les régions, mais l'idée du tissage des fibres reste similaire. Donc le métier à tisser le plus classique consiste en un cadre en bois et une série de fils tendus entre deux bâtons de bois. Donc c'est la forme la plus antique du tissage. Là, à travers l'écran en tout cas. Voilà, exactement. Donc ça c'est un métier assez ancien, on le voit justement, assez usé, qui a déjà été utilisé à plusieurs. Exactement.
Donc c'est la forme la plus classique et la plus ancienne du tissage. Bon, les matériaux, bien sûr, pour le tissage dépendent bien sûr des régions. Par exemple, dans les régions à large élevage, on trouve la laine de mouton et plus au sud, bien sûr, le poil de chameau, qui est un élément très prisé, assez cher, il faut le savoir. Donc, parce qu'il faut plusieurs chameaux pour faire, par exemple, une reshabia. Voilà. Et pour la reshabia, donc il faut savoir qu'une bonne reshabia doit peser environ 700 grammes. D'accord. Je pensais qu'elle était plus lourde. On a l'impression que c'est généralement non. On a l'impression que c'est assez lourd, mais généralement une bonne reshabia bien faite pèse dans les 700 grammes. D'accord. Voilà. C'est les fausses qui doivent peser 8 kilos. Parce que non, mais c'est vrai, vous avez raison, quand on voit une reshabia, c'est vrai. On voit l'épaisseur de la matière. On dit que c'est lourd. On a l'impression qu'il faut être costaud pour porter ça. Mais 700 grammes, ça me paraît très peu. C'est vrai. 700 grammes, la bonne reshabia avec poil de chameau, parce qu'on peut retrouver aussi des reshabiettes qui sont mélangées. Un poil de chameau avec d'autres. Voilà. C'est ça, pas. Exactement. Donc c'est à cause de ça justement qu'elles sont assez chères. Voilà, donc certains villages sont réputés pour leurs tisseuses. C'est le cas. Lilia, tu en avais parlé du village de Messad, du côté de Djelfa, ou encore Aït Hichem, qui est en Kabylie. Là, on va parler un petit peu des étapes du métier à tisser. Donc, on commence par la transformation de la matière première. Donc, on prend de la laine ou du poil, le poil de chameau. Donc, c'est le même procédé pour pratiquement pour la laine ou encore le poil de chameau. Donc, on doit d'abord, évidemment, laver la laine, bien la laver pour enlever toutes les impuretés. Donc c'est assez, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience pour ça. Ensuite, on passe à la phase de cardage. Donc la phase de cardage, donc on l'a vu justement en image avec le qardash. Le qardash. Donc quand c'est bien sûr de grandes quantités, des femmes se réunissent et s'entraident justement avec une paire de cardes. Une fois terminé, on passe au filage. C'est un travail qui demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. On fait généralement entre 10 et 100 bobines quand on a des projets assez faramineux comme un tapis par exemple. Donc voilà, il faut plusieurs bobines, jusqu'à 100 bobines. Une fois terminé, on monte tout ça, on monte la trame, on monte le métier. Le travail des femmes chargées du tissage consiste à faire passer le fil de laine entre les deux rangées de fil de la trame et le tasser. Voilà, le tasser, justement, on est en train de le voir avec un peigne aux dents métalliques. Voilà, une fois terminé, une fois qu'on termine l'ouvrage, on démonte le métier. Donc il faut savoir aussi que le métier à tisser a été mécanisé. Il y a eu une mécanisation du métier à tisser à partir du XVIIIe siècle, et ça a continué avec des métiers un peu plus développés pour prendre moins de temps, pour traiter, pour faire plusieurs, un peu plus de voilà, j'ai perdu le mot, heureusement que tu es là. Donc une augmentation de la vitesse, utilisation de l'énergie hydraulique. On est passé de l'énergie hydraulique, bien sûr, à la machine à vapeur. Donc la première machine à vapeur pour le métier à tisser, c'était en 1785. D'accord. Voilà. Pour gagner du temps aussi. Pour gagner, bien sûr, du temps. Et ça coûte aussi moins cher. Oui, tout à fait. On fait il y a plus de quantité, moins de temps. Et après, c'est à nous de choisir si on veut aller vers un petit peu ce qu'on veut industrialiser ou rester, bien évidemment, fidèle aux faits main, aux choses authentiques. Et je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux parce que ça a une histoire, je sais pas. Ça a une âme. Exactement, et c'est plus authentique. Et justement, chez nous, il y a des femmes qui font ça et qui ont ce savoir-faire exceptionnel. Quand on parlait tout à l'heure du tapis babar, c'est tout un savoir-faire en tout cas, millénaire. Tout à fait. Puis actuellement, pour protéger tout ça,
il y a des femmes qui s'adhèrent en association pour que le travail, c'est-à-dire, reste. Et puis aussi, disons, vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé du tapis, vous avez parlé de toute... les laines? Non, on a parlé du produit fini. Eh bien, figurez-vous, ce produit fini, il doit être estampillé pour qu'il soit commercialisé. Donc, c'est une, disons, c'est une action que notre département ministériel est en train de faire maintenant. Parmi nos missions, tous ces tapis doivent être estampillés pour qu'ils soient commercialisés. Voilà. D'accord. Et pour protéger tout simplement. Pour protéger tout simplement. En tout cas. Tout à fait. Et le commercialiser aussi. Parce que ces protections, ces labels, est-ce qu'ils ont une reconnaissance internationale? Parce que si on labellise que. Oui. Je pense que c'est ça le but. Justement, c'est pour qu'ils soient commercialisés à l'international. Non, mais protéger à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, bien sûr. En fait, ma question elle est simple. Est-ce que ce travail de labellisation, il est fait dans ce but? Oui, bien sûr, mais dans ce but déjà. Pas dans une espèce d'étape d'après. Comment il est labellisé? Il doit être labellisé par quelque chose, disons, on doit apposer plutôt un label. Le label, par une étiquette. C'est ça. Voilà. L'étiquette, c'est quoi? Qu'il soit reconnaissable et répertorié tout à fait. À travers le monde. C'est l'artisanat d'Algérie. Et on doit mentionner dessus artisanat d'Algérie quand il s'agit du niveau 1. Mais quand il s'agit du niveau 2, quand l'artisan voudra, par exemple, obtenir le niveau 2 pour son produit, il doit être au préalable, artisanat d'Algérie et après artisanat d'Algérie, produit, région. D'accord. C'est une sorte pour spécifier son produit. Voilà. Très bien. Moi, j'ai une toute petite question administrative, parce que ça a l'air passionnant. Est-ce que, pour avoir des produits labellisés, est-ce que l'artisan est obligé d'avoir une carte d'artisan? Bien sûr, oui. Est-ce que c'est une condition sine qua non? Oui. Il faut qu'il fasse que ça, quoi. Ou il peut faire autre chose. Oui, je connais des artisans qui ont d'autres métiers, mais ils n'ont pas le statut d'artisan, administrativement parlant, je m'entends. Ils ont la passion, le savoir-faire, indiscutable, mais ils n'ont pas le statut d'étudiant. Peut-être qu'ils sont chefs d'entreprise, ils sont salariés, ils sont autre chose. Mais même avec ça, n'empêche pas. Déjà, ça n'empêche pas d'avoir la carte d'artisan. Il peut aller justement voir ceux qui s'occupent de ça, en tout cas, et bénéficier les services concernés, et bénéficier d'une carte d'artisan. Et surtout que ces derniers temps, justement, tout est fait pour protéger justement les artisans, les artistes. Beaucoup de choses sont faites pour les protéger. Très bien. Donc, en tout cas, un beau travail de la part de vos équipes qu'on salue cet après-midi. Merci. Voilà, et merci à vous d'avoir en tout cas accepté cette invitation. Monsieur Ahmed Mimoun, alors, on va finir avec quoi? Annoncer peut-être cette belle expo? Oui. Un petit rappel. Là, on n'a plus le temps. Si, on a le temps, allez-y. Voilà, donc c'est une expo encore qui se déroulera, qui aura lieu dans la galerie Zouar. Donc, centre commercial de Zouar. Et ça va être du samedi 27 janvier. Jusqu'au 15 février inclus. D'accord. Voilà. Donc une vingtaine de tableaux. Voilà, au minimum. Au minimum. Et plus des réflexions tout genre autour de la thématique. Voilà, que je serais ravi de partager avec. D'accord. On pourra bien vous retrouver au niveau de la galerie. Vous y serez? Oui, le samedi, oui. Voilà, pour le vernissage? Évidemment. D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon vent.
Bonne exposition. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à revenir pour partager avec nous d'autres actualités, voilà, avec plaisir. d'autres actualités, d'autres tableaux, d'autres créations. Et on salue bien évidemment votre moitié en cet après-midi. Et, voilà. Mina, merci à vous. C'est un plaisir. Merci à toi donc d'avoir justement plein d'informations. En tout cas, c'est très intéressant ce que Mina a partagé avec nous cet après-midi. Et c'est à chaque fois le cas, en tout cas chaque mercredi. C'est pour ça que maintenant, voilà, je préfère les mercredis au mardi. Voilà. Et merci. Finalement, oui. Tous les sujets sont liés au temps, en fait. Voilà. Et on finit. On l'a pas fait exprès, mais. Tout à fait. Et on finit. Et voilà, entre les traditions et la philosophie du temps, ben on y est. Voilà. C'est ça. Et ben on va finir avec ça en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir passé ce temps avec nous.